Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. On va beaucoup parler d'Europe ce soir parce que c'est vraiment un sujet qui s'impose dans l'actualité et même dans le débat de la présidentielle. Vous aurez d'ailleurs vous-même tout à l'heure un débat avec Jean Leonetti, le ministre chargé des Affaires européennes. Mais auparavant, je vais vous poser quand même quelques questions, bien sûr. Et je voudrais vous faire réentendre votre réaction sur cette antenne BFM TV. C'était juste après le discours de Nicolas Sarkozy à Toulon. Et il nous a décrit ce que j'ai appelé l'Europe à la schlag, c'est-à-dire l'Europe des budgets communs, l'Europe de la perte de notre liberté, l'Europe des sanctions, l'Europe de la majorité qualifiée, l'Europe qu'il est en train de construire, non pas avec Angela Merkel, mais sous les ordres d'Angela Merkel. Mais ce qu'il a décrit, c'est l'abandon de la souveraineté de la France. Ça, ce sera un discours effectivement fondateur, parce que fondateur dans le sens où c'est la fin aujourd'hui. Si on suit Nicolas Sarkozy dans cet axe-là, c'est la fin de la France libre. Alors la France libre, ça a une connotation historique évidente. C'est pas excessif ? Ah non, je crois pas du tout. Non, il faut bien être conscient de ce que Nicolas Sarkozy a dit lors de ce discours de Toulon 2. Il a dit très clairement qu'il acceptait de transférer un des derniers pans qu'il restait de souveraineté à la France, qui est la liberté de décider de ses budgets. J'ai eu l'occasion, pour que les Français soient conscients de ce que ça représente, de dire que c'est une mise sous tutelle, de la même manière que, à titre individuel, Madame Bettencourt a été mise sous tutelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus signer ses chèques sans une autorisation extérieure. Eh bien, la France serait pareille. Elle ne pourrait plus signer de chèques sans une autorisation extérieure. Les Français n'auraient plus le droit de déterminer leur budget. Et ce qui fait le fondement de la démocratie, c'est-à-dire le consentement à l'impôt, disparaîtrait. C'est un changement radical, c'est vrai. C'est l'abandon de la démocratie, c'est l'abandon de la souveraineté. Je sais bien que la France est un vieux pays, mais le comparer à une dame âgée, tout de même, il y a la possibilité d'avoir une souveraineté partagée. Oui, avec d'autres pays qui sont dans le même club, le club de la zone euro. C'est ce qu'on a dû dire à Madame Bettencourt, qu'elle allait partager sa liberté avec la personne avec son tuteur. Oui, sûrement, on a dû lui dire ça. La réalité, c'est que il s'agit d'États qui sont à égalité les uns avec les autres. Non, mais dans la souveraineté partagée, ça n'existe pas. La souveraineté, c'est la souveraineté. C'est exactement contraire au partage, voyez-vous. Ça ne se partage pas. La liberté, justement, c'est le soin de pouvoir laisser au peuple français la direction de son avenir, le choix ultime. Or, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il propose, par exemple, la majorité qualifiée, il faut que les Français sachent ce que ça veut dire. Ça veut dire que la majorité des pays pourrait voter pour imposer à la minorité qui refuserait de voter un fonctionnement, une manière de fonctionner. Eh bien, le droit de veto disparaîtrait. Ça veut donc dire que l'on pourrait se voir imposer par une majorité de pays des décisions que le peuple français refuserait. Il n'a pas dit que le droit de veto disparaîtrait. Il y a déjà beaucoup de décisions. Le principe de la majorité qualifiée, c'est ça. Mais il y a déjà beaucoup de décisions au niveau européen qui sont prises à la majorité qualifiée. Vous le savez bien, puisque vous êtes députée européenne. Définitivement, l'ensemble des décisions seraient prises à la majorité qualifiée. C'est la fin du droit de veto. La majorité qualifiée, c'est l'inverse du droit de veto. Alors, je voudrais vous faire écouter ce que disait sur la souveraineté Dominique de Villepin, qui est de tradition gaulliste. Chez les gaullistes, on est très anxieux de maintenir la souveraineté. Il était ici dimanche dernier à votre place. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a toute une série de domaines où nous avons perdu toute souveraineté. Et nous le voyons tous les jours face aux marchés financiers. Et donc, se doter d'une Europe plus intégrée, plus fédérale, dans le cadre d'une zone euro, c'est retrouver des marges de souveraineté, c'est accroître notre souveraineté. Oui, il s'apprête à rejoindre Nicolas Sarkozy. Par conséquent, il l'a dit avant lui. Par conséquent, il est capable de tordre la vérité, de torturer la vérité jusqu'à ce qu'elle avoue n'importe quoi. Vous ne croyez pas qu'on est plus fort à plusieurs? Vous imaginez la France seule devant la Chine? Non mais monsieur, ça fait des années qu'on nous explique qu'on va être plus fort à plusieurs. Mais c'est une réalité. Et ça fait des années que nous sommes plus faibles à plusieurs. Ça fait des années, on nous a expliqué qu'avec la monnaie unique, nous serions plus forts, que nous allions construire un espace qui pourrait faire le pendant aux États-Unis, qui serait l'espace du monde le plus puissant économiquement.
ça a été le plus faible. L'Union européenne, la zone euro, a eu la croissance la plus faible du monde dans les 10 dernières années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, notre continent est en faillite et que l'échec de la monnaie unique apparaît à tous de manière éclatante. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer le continent plutôt? Vous imaginez la France avec ses 65-67 millions d'habitants face à la Chine, 1 milliard, je ne sais pas combien, 300 millions? Je l'imagine assez bien, oui, monsieur, je l'imagine assez bien. Oui, oui, je pense que la France est beaucoup plus forte que ne l'expliquent nos dirigeants qui ont d'elle une vision qui leur ressemble petit, faible, soumis. La France est un pays fort, c'est la 5e puissance du monde, elle est encore capable d'imposer ses vues lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. C'est marrant, voyez-vous, monsieur Mazerolle, mais tout ce débat me fait penser, et sûrement ça vous y fait penser aussi, aux circonstances de l'appel de Cochin. Qui n'était pas l'appel de Jacques Chirac, qui n'a fait que le lire, mais qui était l'appel de Marie-France Garot. Vous voyez, c'était une femme qui refusait justement la soumission et qui refusait la perte de souveraineté. Eh bien moi, j'ai relu cet appel de Cochin. On pourrait quasiment encore aujourd'hui le signer. Quoi, par exemple? C'est pourquoi nous disons non. Non à la politique de la supranationalité, non à l'asservissement économique, non à l'effacement international de la France. Favorable à l'organisation européenne, oui, nous le sommes pleinement. Nous voulons autant que d'autres que se fasse l'Europe, mais une Europe européenne où la France conduise son destin de grande nation. Et ça n'est pas évidemment le cas. C'est, vous savez, le texte dans lequel Jacques Chirac parlait de ceux qui étaient pour l'intégration européenne, en parlant d'eux, en disant le parti de l'étranger. Alors, vous trouvez qu'il y a un parti de l'étranger en France aujourd'hui? Ah, écoutez, en tout cas, il y a non pas un parti de l'étranger, mais un parti qui n'est plus un parti patriote. Mais qui? Il n'y a plus de parti patriote. Qui visez-vous en disant ça? Mais tous ceux qui sont en train de brader notre pays. Nicolas Sarkozy du parti de l'étranger? Non, non, Nicolas Sarkozy n'aime pas la France. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis sur votre antenne. Il n'aime pas la France. Parce que s'il aimait la France, il n'aurait pas du peuple français la vision qu'il a et qu'il exprime en toutes circonstances. Un peuple figé, un peuple peureux, un peuple paresseux. S'il aimait la France, il la verrait telle qu'elle est, c'est-à-dire une grande puissance, et pas ce petit pays frileux qu'il décrit en permanence, et surtout s'il aimait la France. Il tiendrait à lui conserver ce qui est son bien le plus cher, sa liberté. Il y a des millions de nos compatriotes, monsieur Mazerolle, qui sont morts au cours de notre histoire pour que nous restions un peuple libre, pour qu'aujourd'hui, on brade notre souveraineté, notre liberté à une puissance supranationale? Mais c'est inenvisageable. Est-ce que vous reprendriez les appréciations qu'on a entendues au cours de la semaine sur une résurgence, une réapparition du nationalisme allemand, des comparaisons avec Bismarck? Mais non, monsieur Mazerolle, parce que dans la critique que je formule, ça n'est pas une critique contre l'Allemagne. Que l'Allemagne défende les intérêts de l'Allemagne, ça me paraît tout à fait naturel. Les critiques que je formule, c'est à l'égard évidemment de Nicolas Sarkozy, de nos dirigeants, c'est-à-dire de ceux qui défendent les intérêts de l'Allemagne et non pas les intérêts du pays qu'ils dirigent. Vous dites que Nicolas Sarkozy défend les intérêts de l'Allemagne? Je dis que Nicolas Sarkozy ne défend pas les intérêts de la France et se soumet aux desiderata de l'Allemagne. Mais que l'Allemagne défende encore une fois ses intérêts, ça paraît assez naturel. Vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous diriez à Madame Merkel? Je dirais à Madame Merkel, vous ne pouvez pas aller contre la volonté de votre peuple. Votre peuple vient de dire à 60% qu'il considère que l'euro est une mauvaise chose, a été une mauvaise chose. Il faut que nous organisions, même si c'est nécessaire, des référendums dans l'ensemble de nos pays, que nous nous mettions autour d'une table et que nous prenions la tête du retour à nos monnaies nationales. Parce que c'est la seule manière de sortir la tête haute et surtout de sortir nos pays du marasme économique effrayant dans lequel ils sont plongés aujourd'hui. Alors, vous aurez l'occasion de reparler de ça tout à l'heure. Je voulais aussi parler d'un autre point qui a été traité par Nicolas Sarkozy, c'est Schengen. Or, le 13 décembre, les ministres de l'Intérieur européens doivent se retrouver pour faire en sorte que cet espace Schengen soit davantage surveillé, qu'il y ait la possibilité, plus qu'auparavant, de rétablir, en cas de besoin, des contrôles aux frontières. Ça vous satisfait? Ça existe déjà, monsieur. Il y a la possibilité avec Schengen. Oui, mais
améliorer les règles pour permettre on de nous dit rétablir. Ça, encore une fois, on nous dit ça, mais tout ça est extrêmement vague. Tout ça sont des promesses. La réalité, c'est qu'il existe déjà la possibilité, en cas de difficulté, de remettre en place les contrôles aux frontières. Je l'ai réclamé il y a plusieurs mois face aux vagues d'immigration clandestine en provenance de Tunisie. Je le réclame toujours aujourd'hui parce que compte tenu des résultats électoraux en Égypte, compte tenu de la manière dont les islamistes ont pris le pouvoir grâce au gouvernement français en Libye, il y a des chances pour que ces vagues d'immigration s'accélèrent. On reparlera de ce qui se passe dans les pays arabes tout à l'heure. Vous trouvez que Claude Guéant est un bon ministre de l'Intérieur? Vous avez dit merci l'autre jour, mais lui aujourd'hui, il dit « Attendez, moi j'ai rien à voir avec le FN. D'ailleurs, Marine Le Pen ne sera pas présente au deuxième tour. » Non, je trouve que c'est un très mauvais ministre de l'Intérieur. Quand même, vous lui avez dit merci l'autre jour. Je lui ai dit merci de plaider coupable. Merci de nous expliquer que Nicolas Sarkozy a mené une politique d'immigration catastrophique. Puisqu'il vient dire que ministre de l'Intérieur, alors même que Nicolas Sarkozy est en charge de ces problématiques depuis 10 ans, 10 longues années. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, M. Mazerolle, nous étions beaucoup plus jeunes, et vous et moi, on avait l'avenir encore surtout devant nous. Bon, eh bien, pendant 10 ans, il n'a rien fait. 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. 10 ans. En 10 ans, il a réussi à arrive à un point où il fait entrer aujourd'hui légalement, c'est-à-dire l'aspect de l'immigration où il a le pouvoir comme dirigeant. Légalement, il fait entrer 203 000 étrangers dans notre pays par an. 203 000. C'est-à-dire 80% de plus qu'en l'an 2000, quand Lionel Jospin, qui est pourtant socialiste, était au pouvoir. Donc je viens dire à M. Guéant, merci d'admettre que vous avez été parfaitement incompétent dans ce domaine et que vous avez fait exactement l'inverse de ce que vous aviez promis aux électeurs. Vous aviez demandé à François Fillon, le Premier ministre, de lever la règle de l'obligation pour un maire de déclarer le nom du candidat qu'il parraine pour l'élection présidentielle. Ceci dans la quête des signatures, puisqu'il vous faut, à vous, comme tous les autres candidats, 500 signatures pour pouvoir vous présenter. François Fillon vous a dit non, on va maintenir la règle de l'obligation de déclarer le candidat pour lequel on se prononce. C'est pas la déclaration, c'est la publication des noms des maires qui ont parrainé des candidats. Alors, il vous a dit non. Est-ce que vous allez aller plus loin? Oui, je vais aller plus loin. Je vais mener une bataille juridique et constitutionnelle, parce qu'il me semble que cette règle est parfaitement anticonstitutionnelle aujourd'hui. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que M. Fillon a rendu une décision politique. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors concrètement? Il a quand même, alors qu'il sait que cette mesure a totalement dérivé, alors qu'il sait qu'il y a des pressions qui s'exercent sur les maires de petites communes, alors que les maires de petites communes réclament à corps et à cri justement l'anonymat des parrainages, eh bien il a dit non pour conserver entre ses mains, celle de l'UMP et celle du PS, la possibilité de choisir qui sera candidat et qui ne le sera pas. À ceux qui sont candidats, on donne les parrainages. Et à ceux qu'on ne veut pas voir dans la course présidentielle, eh bien, on fait des pressions par l'intermédiaire des conseils généraux, des conseils régionaux, des communautés de communes, pour leur expliquer qu'il serait bon qu'ils ne parrainent pas tel ou tel. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette situation? Qu'est-ce que vous allez faire alors? Alors, je vais saisir la justice et je vais poser la question de la constitutionnalité de cette mesure au moment où, encore une fois, elle apparaît non plus comme un acte administratif, ce qu'elle était lors de son vote initial, mais comme une sorte de soutien politique, comme une sorte de vote, comme si les grands électeurs votaient, mais sans le secret, en quelque sorte. La question prioritaire de constitutionnalité. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Mais qui existe grâce à Nicolas Sarkozy. Oui, mais M. Fillon ne s'en sortira pas comme cela. Je demande, moi, aux Français de se souvenir qu'il aura pris le risque d'empêcher une candidate qui représente 20% de l'électorat de ne pas être présente à l'élection présidentielle. Justement, vous êtes très haut placé dans les sondages, mais néanmoins, la crise ne vous a pas fait monter dans les sondages, alors qu'on pourrait penser que justement c'est un atout pour vous, que c'est un argument compte tenu de vos prises de position. Comment se fait-il? Parce que je pense qu'on fait peur aux Français.
et que nous sommes exactement dans la situation dans laquelle nous étions pendant le débat sur la Constitution européenne. On a fait peur aux Français. On leur a dit, si vous votez non au référendum, ça va être épouvantable. Ils ont voté non. Ça va être eh ben oui. Et donc, il s'est rien passé, sauf que leur parole n'a pas été entendue ni respectée, et que les dirigeants PS et UMP ont voté dans leur dos pour leur imposer un traité dont ils ne voulaient pas, et dont ils nous expliquent aujourd'hui d'ailleurs qu'il était mauvais. Vous voyez comme quoi les Français étaient plus sages que ceux qui les dirigent. Bon, et donc je pense que cette campagne présidentielle va servir à rassurer les Français en leur expliquant que le système veut à tout prix conserver l'euro, parce que cet euro, eh bien, elle bénéficie à quelques-uns, mais elle est un drame pour l'immense majorité des Français, et qu'ils n'ont pas de crainte à avoir en refusant de se faire ruiner par le sauvetage à tout prix, et donc à un prix exorbitant de cette monnaie unique. On marque une pause et puis on parle avec vous des élections dans les pays arabes. Marine Le Pen, aujourd'hui, on a eu confirmation qu'en Égypte, les islamistes avaient remporté les élections, comme ça a été le cas d'ailleurs aussi en Tunisie et au Maroc. Farida Setiti a fait, bonsoir Farida, un récapitulatif de tout ça. Bonsoir. Depuis la révolution tunisienne en décembre 2010, l'Égypte et le Maroc ont aussi connu leur printemps arabe. Un printemps qui a laissé place à l'automne de l'islamisme, assurent les détracteurs. Avec près de 2 milliards d'adeptes, l'islam est la deuxième religion du monde, après le christianisme et devant l'hindouisme. Mais est-ce une raison pour en avoir peur? Alain Juppé donne son explication. Chez nous, il y a plein de partis qui se réfèrent à des valeurs religieuses. Il y a des partis démocrates chrétiens dans nos pays, et aux États-Unis, la religion a beaucoup d'influence sur la vie publique. Il y a dans ces partis des responsables modérés, j'en ai rencontré, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas au Maroc. Il faut dialoguer avec eux et leur dire, je le répète, quelles sont nos lignes rouges à nous. Et ces lignes rouges, c'est l'état de droit, c'est les droits de l'homme, c'est les droits de la femme, bien entendu, c'est très important. Un avis que partage l'ancien Premier ministre. Selon Dominique de Villepin, au sein de la société, il y a une aspiration identitaire forte à un retour à l'islam qu'il faut prendre en compte. Au Maroc, par exemple, personne ne peut nier l'existence de problèmes importants, notamment de problèmes sociaux. Qui aujourd'hui s'en préoccupe? Qui se préoccupe des difficultés, des injustices? Eh bien, il se trouve que souvent, dans le monde arabe, les partis islamistes mettent en avant des programmes sociaux plus audacieux, plus forts que les autres. Mais regardons du côté de la Turquie, oui, il y a la possibilité, et la Turquie constitue souvent un exemple aujourd'hui pour le monde arabe. En effet, depuis son élection en 2002, Recep Erdogan, qui se définit comme démocrate conservateur ou encore démocrate musulman, a réussi en Turquie à allier modernité occidentale et islam traditionnel. Madame Le Pen, est-ce que Dominique de Villepin a tort lorsqu'il dit que la Turquie, c'est un exemple à suivre? Et n'est-ce pas en effet, est-ce qu'on ne peut pas marier islamisme et modernité aujourd'hui? Écoutez, de toute façon, la question ne se pose même pas. Ils ont voté. Moi, je suis pour la démocratie. Ces pays ont accédé à un fonctionnement démocratique. Par conséquent, ces peuples ont choisi leur avenir. Ils ont choisi leurs dirigeants. Il faut espérer que ces dirigeants ne tiennent pas un double discours et qu'effectivement, ils conserveront les avancées en termes, notamment, je pense, de droits des femmes en Tunisie. Bon, je vous cache pas que j'ai quand même un certain nombre d'inquiétudes pour eux, parce que les 25% des salafistes, s'ils s'allient avec les 36% ou 35% du parti dit islamiste modéré, eh bien les salafistes, ce ne sont pas des islamistes modérés, ce sont ceux qui veulent mettre en place la charia. Mais encore une fois, je crois que c'est au peuple de décider de leur destinée. Moi, en tant que candidate à l'élection présidentielle de la France, je me dis qu'une seule chose. Je ne veux pas que ces partis politiques ou ces gouvernements aient une influence sur mon pays. Je ne veux pas qu'ils, par exemple, poussent des groupes politico-religieux, qu'ils renforcent le fondamentalisme qui monte en France. Je ne veux pas qu'ils trouvent des sources de financement. Je ne veux pas qu'ils aient la moindre influence, en quelque sorte,
qui vise à faire avancer des groupes politico-religieux en France. Donc à cela, je m'opposerai avec la plus grande fermeté. Mais justement, Madame Le Pen, dans votre programme, dans le programme du Front National, vous conditionnez l'aide économique au Maghreb, par exemple, à l'arrêt des flux migratoires. Ça veut dire d'abord quoi, d'une part, et est-ce que cela veut dire aussi que vous refusez toute forme d'immigration? Je pense qu'il y a beaucoup trop d'immigration et qu'il faut la faire baisser de 95%, vous voyez, l'immigration légale. Je pense que nous croulons sous l'immigration. Nicolas Sarkozy a fait entrer près d'1 million d'immigrés légaux dans notre pays depuis son arrivée au pouvoir. Vous voyez bien qu'avec 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, des déficits chroniques dans tous nos budgets, y compris évidemment dans nos budgets de santé, nous ne pouvons plus assumer la présence d'une immigration massive. Quelle solution alors? Ah ben voilà, on va négocier avec ces pays. Et pour expliciter la phrase que vous avez indiquée, c'est que nous allons prendre lien avec les pays dont sont issues ces immigrations, en expliquant que il y a un certain nombre d'aides qui leur sont apportées, d'aides financières, il faut que les Français le sachent. Eh bien, ces aides, cette coopération de développement économique sera conditionnée à leur bonne volonté pour agir directement pour empêcher l'immigration vers la France. Ça veut dire ce sera un accord, ce seront des accords bilatéraux. Ça veut dire alors que vous êtes d'accord avec Dominique de Villepin et M. Juppé qui disent justement qu'il faut les aider à se développer démocratiquement et économiquement plutôt qu'à les isoler. Oui, mais nous avons toujours dit ça. Nous avons toujours été pour une politique de coopération, mais il faut des conditions. Or là, ces politiques de coopération sont mises en œuvre sans que jamais on ne demande rien en contrepartie. Eh bien moi, la contrepartie, c'est que lorsqu'on renvoie des clandestins, il faut qu'ils les acceptent, parce que c'est pas toujours le cas. C'est que nous allons pouvoir éventuellement discuter pour que leurs compatriotes qui sont condamnés en France à exécuter une peine puissent exécuter la peine dans leur pays d'origine. Ça fera l'objet de négociations, ce qui nous permettra de vider... Ça vaut aussi pour les Européens, ça ? Mais bien sûr, ça permettra de vider à peu près 20% immédiatement de nos prisons, puisque nous manquons de place. Tout ça, ça fait l'objet de négociations. Mais il faut être ferme dans les négociations. Or, je vous indique que la France est d'un grand laxisme dans ce domaine, comme vous dans allez beaucoup renvoyer d'autres. les Allemands en Allemagne, les Romains, enfin condamnés, j'entends. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Mais ils ont la liberté de circulation en Europe. Non mais et pourquoi pas ? Et pourquoi ne pourrait-on pas négocier avec leur pays d'origine, s'ils sont allemands, s'ils sont roumains, pour pouvoir qui leur permettre d'exécuter leur peine dans leur pays d'origine ? Doit-on obligatoirement prendre en charge l'intégralité des frais que représentent des gens qui sont venus sur notre territoire et qui n'en ont pas respecté les règles ? Juste une question encore qui concerne le monde arabe. Est-ce que la France et d'autres pays d'ailleurs ont raison d'exiger du président syrien Bachar el-Assad qu'il quitte le pouvoir ? Mais je pense que la France doit se mêler des affaires françaises, voyez-vous. Mais c'est pas mal quand même d'exiger qu'un dictateur cesse de martyriser son toujours peuple. Exister. Mais j'aimerais que la France regarde ce qu'elle vient de faire. D'abord, ce qu'elle vient de faire, c'est l'échec tonitruant de la Libye, dans lequel nous avons armé, soutenu, mis au pouvoir des djihadistes, dont nous savions pertinemment qu'ils étaient des djihadistes. Eh bien, la première chose qu'ils ont fait pour remercier les démocraties occidentales, ils ont annoncé la mise en place de la charia. Or, Monsieur Mazerolle, j'ai eu l'occasion de rappeler sur votre plateau que la Commission européenne des droits de l'homme a indiqué, je crois que c'était en 2004 ou en 2006, que la charia était incompatible avec la démocratie. Alain Juppé a dit tout à l'heure qu'il y avait des lignes rouges que la France entendait faire respecter dans les discussions. Et comment il a fait respecter là ? Il a fait respecter quoi que ce soit là en Libye ? Non, il a rien dit du tout. Merci Monsieur Juppé. On verra vous voyez le respect dans lequel on tient, si dans le droit lequel des femmes n'est pas respecté en dans lequel le Libye. CNT tient la France. Ils n'ont pas demandé l'autorisation, bien sûr, et ils ont indiqué que la charia s'appliquerait. Et la charia, évidemment, ça va être Monsieur Mazerolle, le recul spectaculaire du droit des femmes, bien sûr. Et je les plains. Alors justement, Madame Le Pen, vous avez critiqué l'occupation des trottoirs par les musulmans, par les prières musulmanes. À Paris, on a trouvé une solution, à Paris dans le 18e par exemple. Mais alors, est-ce que vous êtes toujours défavorable
à la construction de mosquées en France? Ah, mais j'ai jamais dit que j'étais défavorable à la construction de mosquées. Madame Siditi, j'ai juste dit que cette construction devait se faire avec les finances des fidèles, ni avec les finances de l'État français, ni avec les finances de puissances étrangères, ni en contournant la loi de 1905, c'est-à-dire en accordant des terrains, etc., etc. Moyennant quoi, Madame Siditi, j'avais raison, puisque on leur a mis à disposition à un coût dérisoire un grand espace. Eh bien, c'est la guerre entre les différentes sensibilités de l'islam. L'islam du Maghreb se bat avec l'islam africain et ils veulent pas être ensemble dans la même mosquée. Vous voyez, donc, Madame Le Pen, je voudrais juste vous faire écouter le discours. Ce qui veut dire que l'État ne doit pas se mêler de tout cela. On voudrait vous faire écouter le discours de François Mitterrand. C'était son dernier discours au Parlement européen. C'était en 95. On l'écoute. J'ai donc vécu mon enfance dans l'ambiance de familles déchirées qui toutes pleuraient des morts et qui entretenaient une rancune et parfois une haine contre l'ennemi de la veille, l'ennemi traditionnel. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là, mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre. Escroquerie. J'ai donc vécu mon enfant. Escroquerie absolue. Pourquoi escroquerie? Escroquerie absolue parce que M. Mitterrand a fait croire que le patriotisme et le nationalisme guerrier seraient somme toute la même chose. Et du coup, il a désarmé le cœur des Français en leur interdisant de faire toute démarche et d'avoir tout fonctionnement qui consiste à faire passer l'intérêt de la France en premier. Lui, il a bien vaincu, vous me direz, il a vaincu les préjugés, lui, puisqu'il parlait de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il déjeunait avec Bousquet régulièrement. Donc là, pour le coup, il a bien vaincu ses préjugés. Bon. Mais il n'y a pas de haine, madame. Il n'y a pas de haine à aimer son pays. Il n'y a pas de haine dans le patriotisme. Il n'y a pas de haine dans le fait qu'un dirigeant politique se pose la seule question à chaque fois qu'il a un problème à résoudre. Où est l'intérêt de mon pays et de mon peuple? Ça n'est pas de la haine, ça, c'est de l'amour. Bien, merci Farida. On va passer à la séquence suivante, l'interview du journaliste du Point. Emmanuel Beretta, bonjour. Bonsoir. Beretta, bonjour. Bonsoir, Madame Le Pen. Écoutez, je vais vous proposer de faire une interview un petit peu imaginaire, mais pourquoi pas. Nous sommes en juin prochain. Vous êtes présidente de la République et je vais vous demander d'essayer d'imaginer comment vous allez dérouler votre programme. Alors d'abord, il vous faut choisir un Premier ministre. Vous n'avez encore jamais gouverné. Qui choisissez-vous qui puisse, disons, un peu rassurer les Français? Parce que c'est nouveau. Monsieur, d'abord, vous savez que il faut que les élections législatives aient eu lieu, oui. Et que, à la différence de vous, comme je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas mettre mon turban sur ma tête pour vous dire quelle est la majorité et quelle forme prendra-t-elle, c'est-à-dire qu'est-ce que les Français décideront. Je me soumettrai au fonctionnement de la Ve République. Mais pour répondre à votre question et pour rassurer les Français, il y a autour de moi énormément de gens qui sont de grands talents et de grandes compétences. Et c'est si vrai, si je puis me permettre, que j'ai été la seule dans la classe politique française à poser un diagnostic qui s'est révélé absolument exact sur la crise financière. J'ai été la seule à indiquer la manière dont les choses allaient se dérouler. Et elles se sont déroulées exactement de la manière dont je l'avais prévu. Et je n'ai pas la science infuse, monsieur. C'est parce que j'ai autour de moi des équipes d'experts, des équipes d'économistes qui sont au plus près de la situation et qui ont une lucidité que peut-être d'autres n'ont pas. Je pensais à Monsieur Cotta, un économiste qui semble inspirer votre volonté de sortir de l'euro. Est-ce qu'il pourrait faire partie de votre gouvernement? Mais bien sûr, mais Monsieur Cotta, il n'y a pas que lui, Monsieur Rosa, Monsieur Sapir, Monsieur Norman Palma, et puis un certain nombre d'autres qui sont d'autres... Vincent, ils disent qu'on n'a pas de lien avec le Front National. Non, mais ça n'est pas le problème, Monsieur Mazerolle. Tous ces économistes ont raison sur toute une série de points et je partage leur avis. Ils ne vont pas, évidemment, me le reprocher. Ils vont en être probablement heureux. Bon.
Bon, mais moi je compte faire un gouvernement d'union nationale. Je pense que tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui pensent comme moi que la solution passe par la structure nationale, par un patriotisme économique, par le retour de l'autorité de l'État, d'un État stratège qui ne dirige pas l'économie, ça je laisse ça aux socialistes, mais qui met en place les conditions du développement d'une économie libre en s'appuyant sur les PME, sur les PMI, sur les TPE, sur les commerçants. Tous ces gens-là qui sont attachés à la liberté et à la souveraineté ont leur place à mes côtés. Par exemple, des gens comme Lionel Lucas, enfin toute la droite pop. Le problème de la droite pop, comme vous dites, c'est que je pense que c'est un slogan publicitaire. Je ne sais pas quel est le niveau de sincérité de ces députés. Quand même. Je vous le dis très clairement. Pourquoi ? Parce que ils tiennent un discours, mais ils votent systématiquement l'inverse. Ils tiennent le discours de la liberté et de l'autorité, mais ils votent la suppression des policiers et des gendarmes. Ils tiennent le discours de la liberté et de la souveraineté, mais ils votent le traité de Lisbonne. Bon, mais rien que ça, permettez-moi de les juger quand même assez durement. Mais ils peuvent s'améliorer. Hein. Je reviens à mon hypothèse de départ. Vous êtes à l'Élysée. Par quoi vous commencez ? Quelle est votre première décision ? Ma première décision consiste à mettre en place un ministère transversal des souverainetés, dont l'objectif sera de retrouver en tout domaine la souveraineté de la France et par conséquent de se rapprocher de nos partenaires européens pour renégocier les traités européens. Quand vous Schengen, le Maastricht, etc. Quand vous sortez de l'euro, est-ce que c'est un acte unilatéral de la France qui dénonce un traité ou est-ce que c'est une sortie négociée avec des partenaires européens? Ça a toujours été mon objectif et je l'ai toujours dit. Je pense qu'il faut anticiper la sortie de l'effondrement de l'euro plutôt que de la subir et j'ai toujours voulu le faire dans le cadre européen. J'ai dit d'ailleurs, j'ai même proposé que le couple franco-allemand prenne la tête en quelque sorte de cette organisation qui viserait ensemble, avec tous les pays de la zone euro qui le voudraient, à retrouver nos monnaies nationales sur une durée de 6 mois. Ça c'est l'hypothèse où effectivement tout le monde est plus ou moins d'accord pour sortir. Si les Allemands refusent. Ah mais si, il y aura peut-être d'autres pays qui le voudront. Il faudra, je crois, organiser d'ailleurs un référendum. La réalité dans les pays. Et je vois que Nicolas Sarkozy méprise souverainement la démocratie puisqu'il a œuvré pour que le référendum grec n'ait pas lieu. Bon, ce qui quand même démontre une curieuse conception de la démocratie. Il y avait une petite urgence vis-à-vis des marchés, je crois que c'était plus ça qui le gênait. L'urgence, c'est surtout de passer au-dessus de la tête des peuples. Hein, et ça devient systématique maintenant. L'Europe ne fonctionne plus sans les peuples comme elle l'a fait longtemps, mais contre les peuples. Et ça, c'est une véritable difficulté. Ou dans un pays, c'est pas vous qui le déciderez. Mais bien sûr que non, monsieur. Mais encore une fois, moi, je compte passer par la négociation. Mais s'ils ne veulent pas, bon, est-ce que je vais me jeter de la falaise avec l'ensemble des autres pays? Non, je ne le ferai pas. Par conséquent, je mettrai toute mon énergie, et je pense très honnêtement que d'ici quelques mois, beaucoup de pays auront fait une croix sur l'euro. Moi, on voudrait comprendre. Si les autres n'acceptent pas, on reste dans l'euro? Non, on sort de l'euro. On sort de l'euro unilatéralement. Voilà. D'accord. Voilà. Parce qu'on ne veut pas mourir avec les autres. Dans votre programme, il y a une parité entre le franc et l'euro. Oui. Vous dites pour un franc, on imprimera autant de francs qu'il y a d'euros et on estime qu'un franc vaudra 1 euro. Mais comment vous arrivez à cette parité? Comment on est arrivé à la parité à 1 franc égale 1 euro égale 6,50 On le décide. La parité, ça se décide. C'est-à-dire que pourquoi je veux ça? Je veux ça parce que je ne veux pas de valse des étiquettes. Je veux pas que les commerçants s'arrachent les cheveux de la tête. Je ne veux pas que les prix augmentent comme ils ont augmenté lors du passage à l'euro. C'est une noble préoccupation parce qu'effectivement ils ont augmenté. Je ne veux pas que les PME, PMI soient totalement déstabilisés. Et il est évident que les Français n'y perdront rien, contrairement à ce que disent les uns et les autres qui cherchent à leur faire peur. Puisqu'on me dit, ah mais vous vous rendez compte, si je gagne 1500 euros par mois, je gagnerai 1500 francs. Oui, mais la baguette de 1 euro sera à 1 franc. Et votre loyer de 500 euros sera à 500 francs. C'est le marché des changes qui va nous dire combien vaudra 1 franc. Oui, mais monsieur, encore une fois, moi je suis pour la mise en place d'un étalon polymétallique parce que je pense qu'il est utile de nous accrocher à la réalité, puisque c'est l'abandon de la réalité qui a entraîné le développement de cette économie virtuelle, de cette financiarisation de l'économie qui aujourd'hui est en train de tuer nos emplois, d'enrichir un tout petit nombre et de ruiner
éliminer l'immense majorité des autres. Quand est-ce qu'arrivent les lois de nationalisation des transports et de l'énergie? Alors d'abord... 6 mois, 5 mois? Oui, quand on aura déjà rétabli un minimum nos finances. Parce que sinon je vais présenter le 12 janvier prochain un plan de désendettement de la France. Je serai la seule candidate à le faire. Et pour cause. Puisque la réalité, c'est qu'avec les mesures que propose le Parti Socialiste et les mesures que propose l'UMP, dont on voit qu'elles ne sont absolument pas applicables. D'ailleurs, vous vous souvenez que le Parti Socialiste a quand même fait son projet, son programme... Sur une base de croissance qui était... de 2,25, alors qu'elle vient encore d'être réduite à 0,3. Moi, je dis qu'elle sera à 0. Quant à l'UMP, ils avaient basé leur budget sur 1,75. Ils ont été obligés de le réduire au fur et à mesure. Alors, où est-ce que vous allez couper, en gros, même si vous... Je vais couper, je vais faire des économies. Je vais faire des économies sur l'immigration. Je vais faire des économies sur l'éducation. Non, sur la contribution nette que nous versons à l'Union européenne. Je vais faire des économies sur la fraude sociale. Je vais faire des économies sur les dérives de la décentralisation. Parce que je suis en accord avec Monsieur Séguin qui avait, dans le cadre de plusieurs rapports différents, indiqué qu'il y avait une véritable dérive de la décentralisation qui coûtait 4 milliards d'euros par an supplémentaires. Je vais mettre en place la transparence dans tous les domaines et en premier lieu dans le fonctionnement des syndicats aussi, voyez-vous, parce que les partis politiques sont soumis à la transparence financière, mais les syndicats, c'est l'opacité financière totale. Il y a eu un petit mieux qui est arrivé en 2008, sauf que pour l'instant, personne semble-t-il, ou en tout cas, tout le monde ne respecte pas cette règle de transparence est-ce que vous ferez financière. Une réforme de la fiscalité? Oui, je l'ai dit, je vais faire une réforme de la fiscalité parce que, incontestablement, il y a une dérive, là encore, qui fait que l'intégralité du poids de la fiscalité pèse aujourd'hui sur le travail et pèse aujourd'hui sur les classes moyennes et les classes populaires. Bon, cette analyse a été faite, c'est une injustice et par conséquent, il faut répondre à cette injustice. Donc, si alors d'abord, les PME-PMI, parce que là aussi, c'est sur elles que pèse une grande partie de la fiscalité. Vous faites baisser les charges, on met en place une fiscalité progressive sur les PME-PMI, avec le but, bien sûr, d'alléger leur fiscalité, étant entendu qu'il va falloir que les grands groupes jouent le jeu. Et nous prendrons les lois pour que les grands groupes cessent de faire de l'optimisation fiscale et se retrouvent, comme le groupe Total, par exemple, à ne pas avoir versé 1 euro d'impôt en 2009. Oui, d'accord, mais pour un groupe qui fait 10 milliards de bénéfices... Oui, ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses. Et qui quand même, excusez-moi, et qui quand même s'est toujours servi de l'État, parce qu'il faut quand même se souvenir de ça, c'est quand même l'État qui aide Total en toutes circonstances à se développer, à obtenir des marchés à l'étranger, etc. etc. Donc, 30 secondes. Donc, si je comprends bien, vous commencez par baisser les dépenses publiques pour ensuite investir dans les transports, dans l'énergie... oui, je pense dans la justice, dans l'armée. Oui, avec des sommes dont vous vous apercevrez d'ailleurs qu'elles ont été raisonnables parce que je tiens compte évidemment de la situation d'endettement. Mais moi, je sors de l'endettement en rendant à la Banque de France sa prérogative essentielle qui consiste à prêter au Trésor sans intérêt. Je reviens sur la loi de 1973 qui aujourd'hui donne le monopole au marché et c'est ça qui est à l'origine, entre autres, de notre endettement. Dernière question, vraiment, alors, 10 secondes. Comme vous allez mettre en place la préférence nationale, il faut changer la Constitution là aussi. Quand est-ce que vous faites le référendum là aussi ? Le plus vite possible. Le référendum, le plus vite possible. Référendum pour intégrer, quasiment entre autres, la priorité nationale, mais aussi le septennat non renouvelable. Septennat non renouvelable. Merci Étienne. Marine Le Pen, on va marquer une pause pour le journal de 19h et ensuite vous avez le débat sur l'Europe avec Jean Leonetti, le ministre chargé des Affaires européennes. A tout de suite.